Billy, bonjour. Salut Floris. Salut. Alors je te propose d'aborder les impacts de Modus Edificandi selon 3 thèmes. La ville, les personnes et l'environnement. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Alors commençons par le thème de la ville. Et moi j'aimerais t'écouter sur ce que serait la ville idéale selon Modus Edificandi. Ok. C'est une très jolie question. Je pense que pour nous, alors on travaille beaucoup sur la ville et on a une vision assez idéaliste parfois, donc il y a bien une ville idéale pour nous. J'aurais pu dire qu'il n'y a pas de ville idéale, mais en fait, et je pense qu'il y a une ville idéale pour chaque personne physique, chaque personne qui occupe la ville, et puis aussi chaque personne morale, chaque société qui prétend travailler sur la ville de toutes les manières qui soient. En fait, il y a autant de villes idéales que de gens qui utilisent la ville, que de gens qui naîtront dans la ville, qui y mourront, etc., et qui seront de passage. Et à ce titre, la ville idéale de Modus Edificandi, puisque c'est ta question, c'est une ville qui est toutes ces villes idéales à la fois. Donc ce qu'on pense, c'est que en fait, une ville, elle a autant d'aspects, elle a autant de parcours, elle a autant d'usages que de personnes qui l'utilisent, comme je le disais. Et en même temps, ce qui est certain, c'est que parfois, quand on utilise la ville, on la limite pour d'autres personnes. On parle par exemple des effets d'une ville qui attrait beaucoup les gens parce qu'elle est très chouette, sur des gens qui parfois étaient déjà là et qui se voient exclus de cette ville. Personne n'est méchant dans l'histoire. Je veux dire, quand on parle de gentrification, les gentrificateurs, eux, si on leur louait ou on leur vendait moins cher, ils seraient tout aussi contents. Donc en réalité, il se passe que le fait qu'eux aient une ville qui leur corresponde peut exclure d'autres gens, par exemple. Et donc en réalité, pour revenir à ce que je disais, la ville idéale, c'est une ville qui est capable de bouger constamment en fonction des personnes et des usages qu'on peut en avoir. C'est donc par définition une ville qui n'est pas limitante. Elle n'est pas limitante par ses formes urbaines, elle n'est pas limitante par les usages qu'on peut y avoir. Une ville limitante, c'est une ville qui ne permet pas à une personne qui a des enfants de passer avec une poussette, par exemple. Ça, c'est limitant. Mais une ville limitante, c'est une ville, par exemple, où si je veux aller faire du sport, il faut que je fasse 20 km en bagnole. C'est limitant. Et puis après, une ville limitante, c'est une ville où, en fait, moi, j'adorerais pouvoir, je sais pas, moi, avoir une très grande double hauteur dans mes bureaux, mais aucun endroit qui me le permet, même si j'en avais les moyens et le temps de chercher indéfiniment. Donc finalement, on pourrait dire, pour conclure, qu'une ville idéale, c'est une ville qui est capable de répondre à n'importe quel moment à des besoins qu'on ignore. Et donc c'est une ville forcément protéiforme, mais c'est une ville qui doit être bienveillante et qui doit surprendre agréablement aussi. Je pense que ça c'est important. Parce qu'on pourrait être dans une ville des possibles, mais qui serait extrêmement terne et elle serait plus si idéale. Est-ce que Modus Edificandi peut se saisir d'un paradoxe, ou en tout cas d'une conséquence finalement de la volonté de faire une ville plus agréable, c'est-à-dire quand on améliore la qualité de vie, quand on, par exemple, qu'on laisse des espaces libres pour des espaces verts, on sait qu'on augmente les prix de l'immobilier. Alors, est-ce que Modus peut se saisir de ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'autorité publique de la ville? Moi, je pense que tout le monde peut se saisir de ça, pour commencer. En réalité, on a le droit de se saisir de ce qu'on veut. On a tendance parfois à se limiter ou s'entendre être limité sur les choses qu'on peut ou qu'on peut pas faire. On peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est des choses qui sont de compétences régaliennes, par exemple, parce qu'on ne peut pas substituer à un État. Et donc, par exemple, oui, l'État a des leviers fiscaux, juridiques. Les territoires ont des leviers avec leurs documents d'urbanisme pour faire des choses. Ça, c'est certain. Il est évident qu'à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est traiter des sujets qui sont prépondérants. Donc, par exemple, la notion d'une ville qui soit désirable et qui soit juste, c'est une ville qui soit capable de répondre à des besoins divers, sans exclure, mais là où elle est déjà. Je m'explique. Si on se disait, par exemple, il y a des populations qui n'arrivent plus à se loger, elles n'ont plus les moyens de louer ou d'acheter, et ben à ce moment-là, on va créer un nouveau quartier qui va être super bien, qui va être à destination de ces populations, et là on va faire de l'abordable. Pour ça, on va leur demander par contre de se déplacer. Et ben,
on crée peut-être une ville qui convient à ces personnes, mais c'est pas la ville où elles étaient. La difficulté, donc, c'est bien de permettre là où les gens sont déjà, d'une certaine manière, ou, et ça c'est encore plus difficile, là où ils voudraient être. Parce que, et je reviens au thème de la gentrification, qui est très important, je pense, dans la compréhension des villes, les gens qui sont là, ils ont le droit d'être là. Et les gens qui viennent, ils ont le droit de venir. Et quand on dit que les gens qui viennent, ils sont méchants, ben, ça veut dire qu'on donne raison à celui qui était là avant, quoi. On peut vite glisser avec ce genre de raisonnement. Et même si celui qui était là avant est dans une situation plus fragile, il n'a pas pour autant raison. Il était juste là avant. Or, l'idée, c'est de se dire, ben, celui qui était là avant, celui qui arrive, et puis la personne qui souhaiterait avoir un usage de la ville qui n'est pas prévu aujourd'hui, ont tous autant raison les uns que les autres. Donc l'enjeu, c'est de se dire, finalement, quelles sont les mécaniques qui empêchent de faire ou à ces personnes, à cette diversité, d'exister. C'est des mécaniques qui sont liées d'abord à la manière dont on planifie, selon moi. À la fois dont on fait du zoning pour les villes, mais aussi comment on programme, par exemple, de l'immobilier. Quand on fait un immeuble, le raisonnement, c'est de faire une étude de marché, de se dire ce que les gens veulent, à quel prix, etc., et de faire ça. Et donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui voudrait avoir un atelier de vélo avec son logement au-dessus en triplex, il y a très peu de chances qu'on s'imagine qu'il le veuille. Pourtant, cette personne le veut. Elle a raison de le vouloir. Si elle le veut, il n'y a rien qui l'en empêche. En ne permettant pas, on va empêcher cette personne de faire. Donc il faut le permettre d'un point de vue technique, juridique, réglementaire sans doute, mais aussi il faut le permettre, il faut que les choses restent dans une forme d'abordabilité. Je fais attention quand je dis ça parce qu'on ne résout pas tout en disant ça. Et puis il y a des leviers qui sont pas infinis. On ne peut pas bénéficier à l'infini de financement public. On ne peut pas bénéficier à l'infini d'une surface avec un prix qui reste le même. Ça, voilà. Donc si par exemple moi qui étais seul, je voulais un 250 mètres carrés, il y a des chances qu'ils soient un peu chers pour moi. Parce que, bon, force est de constater que je n'aurais pas besoin d'un 250 mètres carrés. Par contre, une famille, pour dire ça, qui aurait 4 enfants, ou une famille qui aurait pas d'enfants, un couple pourquoi pas, ou bien des gens qui vivent ensemble, ben, sont tout aussi légitimes. Et il faut bien que les deux puissent faire. Donc l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on va être capable d'accompagner, non pas juste un moment statique, mais des parcours de vie. Donc l'idée c'est de se dire, d'abord il faut affecter les coûts dans les immeubles existants et les immeubles à construire d'une manière qui permette de ne pas mettre l'argent dans les intermédiaires. Mettre l'argent dans ce qui permet une opération mais qui ne bénéficie pas aux personnes. Et ensuite, il faut prévoir un cadre dans lequel ce qui est demandé aujourd'hui soit possible, mais ce qui pourrait être demandé demain le soit aussi, sans que ça exclue qui que ce soit. Une fois que j'ai dit ça, ça paraît conceptuel, mais c'est bien ce qu'on fait nous à Modus Edificandi, c'est permettre une ville et en fait un immobilier dynamique, c'est-à-dire capable de s'adapter à des besoins des personnes aujourd'hui et demain, mais aussi selon un montage qu'on est en train de mettre en œuvre, qui s'appelle le direct à l'usager, où on se passe d'intermédiaire et où on réalise en direct pour les personnes, pour permettre finalement de limiter les coûts, si les personnes veulent acheter, ou bien de permettre une forme de société où les personnes sont partie prenante, possèdent des parts, et ils vont payer une redevance, et donc ils ne vont pas acheter, mais ils vont avoir des droits d'usage qui vont pouvoir muter à l'intérieur de 1, 2, 3, 4 et un certain nombre d'immeubles. Voilà, donc très concrètement, on a ce travail en réfléchissant à la possibilité aux personnes d'être là, leur évolution, et puis aussi une forme de restriction des limites. On essaye d'empêcher quelque chose, c'est les limites. Alors finalement, je vais prendre un chemin différent de celui que je t'ai annoncé, parce que tu as évoqué quelque chose qui est en lien directement avec la question environnementale. Et on reviendra aux personnes ensuite qui habitent. Cette question environnementale, elle est liée à ce que tu as dit, c'est-à-dire tu as dit que l'idéal, et dans cette ville un peu idéale qu'on peut imaginer, les personnes doivent pouvoir accéder à un certain niveau de qualité de logement là où elles sont, là où elles ont envie d'habiter, et de ne pas avoir à s'éloigner en périphérie pour être dans une qualité de vie à laquelle elles aspirent. Mais ça veut dire rester dans la ville existante, ça veut dire du coup s'occuper du patrimoine existant, des bâtiments existants, et c'est viser d'abord leur rénovation ou leur réhabilitation avant de viser leur démolition et une reconstruction à neuf. Or, ces immeubles existants, ils ont des qualités, mais ils ont aussi des défauts.
c'est leur rigidité à l'évolution de leur organisation, de leur aménagement, alors que Modus Edificandi, justement, porte très fort cette idée de bâtiment évolutif. Alors comment gérer ce paradoxe de devoir maintenir des bâtiments, y compris par rapport à l'aspect environnemental, c'est-à-dire garder cette matière qui a déjà été mobilisée, qui est là, adapter l'existant, tout en le rendant plus souple? Je crois que c'est une des questions qui nous préoccupe le plus. En fait, comme tu sais, nous, on ne fait pas que du logement, on fait toute forme de programme. Je trouve qu'on a une dominante de logement dans ce qu'on fait aujourd'hui par la force des choses, mais en réalité, on travaille sur tout type de programme. Du logement, du tertiaire, du commerce, de l'activité, de l'équipement, etc. Et puis, même si on a des opérations neuves, uniquement en ville, hein, on n'imperméabilise pas les sols, on a tendance à les désimperméabiliser, puis on ne fait certainement pas d'expansion urbaine. Mais ce sont des bâtiments neufs en partie. En fait, on a beaucoup travaillé, c'est à peu près un tiers des sujets qu'on a travaillé, c'est un peu moins de 40%, sur de l'ancien. En fait, on a des sujets qui sont allés très loin sur l'ancien et qu'on n'a pas forcément délivrés, mais sur ça, qui sont encore actifs. Donc en réalité, on se pose tout le temps ces questions. Moi, je pense que la première chose qu'il faut prendre en compte, enfin il y en a deux en l'occurrence, mais la première, c'est la notion de patrimoine, c'est-à-dire l'aspect culturel. Qu'est-ce qu'on considère comme étant du patrimoine ? Est-ce que le patrimoine, c'est quelque chose qui nous rappelle un bon souvenir ? Et à ce moment-là, le fait d'avoir des Atlantes et des corniches en stuc, c'est très chouette, et donc on va conserver un immeuble parce qu'il a du décorum, et que ça nous rappelle une idée de ce qu'un passé aurait pu être. Un passé qui a pu être brutal, hein. C'est très marrant d'ailleurs que les gens sont très très attachés à la préservation de Haussmann à Paris et détestent les grands ensembles, alors qu'avec les grands ensembles, on a voulu leur donner l'eau courante, l'électricité et loger tout le monde, et Haussmann s'était fait pour une classe dominante à l'exclusion de personnes qui, quand ils étaient serviteurs, habitaient au dernier étage avec un accès séparé. Donc c'est assez rigolo de ce qu'on considère comme étant plus valorisé que quelque chose d'autre. Mais la seconde chose qui est importante, c'est de se dire, précisément, en fait, est-ce qu'un patrimoine, c'est quelque chose qui nous rappelle une image de ce qu'on imagine que la ville a été ou est, nous rappelle peut-être aussi une esthétique à laquelle on est attaché, on a le droit de l'être, hein. Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous sert ? En gros, est-ce qu'un patrimoine c'est quelque chose de vivant, ou est-ce que c'est une photo figée ? Quand on voit des villes comme Bruges, comme Venise, on peut se poser la question en fait. À quoi servent ces villes ? Est-ce que ce sont des lieux de déambulation du tourisme ? Est-ce que c'est une planification du type Disneyland Paris ou John Jardy pour le commerce, c'est-à-dire des pastiches de villes dans lesquelles on évolue ? Le centre-ville d'Aix, est-ce que c'est un mall en plein air très joli ou est-ce que c'est vraiment une ville ? Parce que quand on dézoome et qu'on voit comment est fait Aix, c'est un gros truc périurbain dégueulasse avec un centre-ville très joli. Qui, pour reprendre Fernand Pouillon, est une merveille accidentelle. Et c'est vrai, c'est incroyablement beau et pertinent. Et Pierre Pavillon a fait un master plan hyper contemporain pour son époque. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il y a à en dire. Pour autant, le patrimoine, c'est pas juste cette chose très belle qu'on prend en photo. Donc, si le patrimoine ne nous sert pas, en fait, est-ce qu'il est là uniquement pour amortir, pour compenser un poids carbone nouveau qui devrait venir ? Et surtout, s'il ne nous sert pas aujourd'hui, est-ce qu'il pourra nous servir demain ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut considérer les cycles de la ville comme des cycles longs, des cycles dans lesquels on est, mais dans lesquels nos choix vont se restreindre. Parce qu'il y a un siècle, l'impact environnemental qu'on crée à la minute était infinitésimalement plus petit que celui qu'on crée aujourd'hui. Donc il y a vraiment une fuite en avant, on est plus nombreux, les villes sont, d'une certaine manière, les zones de convoitise des villes sont plus ou moins finies. C'est précisément ces villes où il y a une valeur patrimoniale, paradoxalement. Et les immeubles qu'aujourd'hui on ne peut occuper que d'une manière, ils coûtent cher peut-être à faire fonctionner ou pas, ça dépend s'ils ont bien été réhabilités, mais demain ils vont finir à un moment donné par poser un problème parce qu'il y a une somme de possibilités qui ne permettront pas, ça on en est sûr. Et puis à l'inverse, on peut considérer la matière, c'est-à-dire ces immeubles ils sont déjà là, ils ont consommé de la matière, si on les casse et qu'on en refait, c'est un peu bébête. Oui, mais sur quel temps ? Parce que si on casse un immeuble qui va être pérenne pour 50 ans et qu'on en refait un qui va être pérenne pour un siècle, pas un siècle c'est une bêtise, mais plutôt 3 siècles, je signe tout de suite. Il faut compenser et comparer l'impact réel dans le temps long. Il faut comparer les capacités à répondre à des usages. Quand on parle par exemple d'une ville plus mixte, c'est une ville où les commerces en pied d'immeuble, les mixités de programmes sont beaucoup plus représentées. Si on parle de la ville productive, s'il y avait par exemple une taxe carbone, si on se disait on veut ramener la petite industrie à proximité des villes, il y a plein de gens qui réfléchissent là-dessus, il y a plein de positions politiques là-dessus très variées, mais qui peuvent se rejoindre là-dessus. On va avoir du mal à réactiver les échoppes aujourd'hui. Donc en fait, cette ville-là, elle n'est pas rendue possible.
pas rendu possible paradoxalement par un patrimoine qui dans le passé la prévoyait. Donc en fait, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on regarde une ville pour ce qu'elle est capable de faire? Est-ce qu'on regarde une ville pour son poids initial? Ou est-ce qu'on regarde une ville sur ce qu'elle serait capable de faire et son poids futur? Nous, on pense qu'il faut la regarder de manière dynamique. Et donc il faut évaluer une sorte de différentiel entre ses capacités maximales et minimales et le poids qu'elle coûte aujourd'hui par rapport à ce qu'elle nous coûterait demain si on ne l'avait pas fait. La France à 2100, à plus 4 degrés, cette France-là, si on reste dans le parcours qui est celui qu'on a actuellement, même si on ne touche plus à la ville, on va avoir des problèmes. Peut-être qu'en y touchant d'une certaine manière, on en aura moins, je ne sais pas, il faut le mesurer en tout cas, c'est certain. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaye de se dire, c'est quand on travaille sur un actif existant, quelle est sa valeur intrinsèque? Sa valeur en matière de matériaux, sa valeur en matière d'usage et sa valeur en matière d'usage possible. Si cette valeur intrinsèque, on sent qu'on peut la décupler avec le moins d'efforts possible, on va le faire. En fait, on va essayer de mettre le maximum d'efforts sur le minimum d'éléments pour accentuer le champ des possibles. Voilà, c'était une longue réponse, mais c'était aussi une belle question. Voilà, et on a ce propos sur les bâtis existants, ici même dans un 3 fenêtres marseillais, et la question de sa durée de vie est un mystère au final, puisque bien entretenu, avec de l'attention autour de lui, peut-être qu'il peut durer quelques siècles, on ne sait pas. Oui, non, c'est complètement juste. Et je pense qu'il peut durer quelques siècles en l'occurrence, et toi tu le sais très bien, tu travailles vraiment activement sur ces sujets, mais peut-être qu'il n'est pas capable d'avoir une charge admissible de 500 kg du mètre carré. Et là la question se poserait. Mais peut-être qu'on n'en a pas besoin. Ou si on n'en a pas besoin, en fait le champ des possibles c'est ça, il ne faut pas prévoir tout dans tout. C'est ridicule, on saturera en fait le champ des possibles. Il faut par contre permettre une fluidité. Je pense par exemple qu'il y a des centres-villes qui sont des centres-villes 17e, début 18e, ou même centres-villes parfois médiévaux, qui sont faits par des tout petits bâtiments qui portent de refend à refend, dont on a une circulation verticale qui est très dispendieuse par rapport au nombre de mètres carrés desservis, hein, mais c'est pas grave, c'était comme ça à l'époque, et dont aujourd'hui on voit qu'on ne sait pas loger les gens dedans, on a beaucoup de mal, on ne sait pas les faire muter, il n'y a pas d'équilibre économique, mais oulala, il faut les garder parce que la ville était comme ça à un moment donné. Mais elle était comme ça pour une raison, la raison du moment donné. Et il n'y a pas vraiment d'équation économique qui permet de la faire, il n'y a pas vraiment d'usage qui soit très satisfaisant pour qui que ce soit, donc il ne reste plus que de la nostalgie, quoi. Non, on n'est pas hyper fan de nostalgie. Allez, basta la nostalgie. Alors maintenant, j'ai envie de te questionner sur les personnes qui habitent la ville et qui habiteront des immeubles imaginés par Modus Edificandi. La ville, elle a ce paradoxe par rapport aux personnes qui l'habitent, que c'est une masse de personnes qui habitent en un même endroit. Donc il y a cette dimension collective. Et pour autant, si on regarde même à l'échelle des immeubles, elles peuvent vivre de manière assez isolée, avec peu d'interactions. Elles vont chercher des tribus de semblables, entre guillemets, au sein de la ville. Mais un immeuble peut être, et assez souvent, un empilement de logements individuels avec peu d'interaction et peu de partage. Alors, quelle réponse peut apporter Modus Edificandi au fait qu'un immeuble soit un peu plus qu'un empilement de logements individuels? Ouais, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup et sur laquelle on se pose finalement la question des petites sociétés humaines. En fait, un immeuble, par exemple, hein, c'est une petite société humaine. Et puis un îlot, c'est une autre petite société humaine, puis un quartier, c'en est une autre, puis une ville, c'en est une autre, etc. Puis on arrive à des pays et des continents. Mais à la fin, on est toujours dans des petites sociétés humaines. Et les petites sociétés humaines, elles ont besoin de répondre à des besoins individuels. On est dans une société amplement individualiste. Mais, et je reprends un peu le philosophe François de Singly qui travaille là-dessus, c'est un peu d'individualisme en réseau dont on a besoin. C'est-à-dire, on a besoin d'être satisfait individuellement, mais on ne peut pas exister sans les autres. Et de la même manière, on ne peut pas exister sans rencontrer les autres, sans échanger avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on veut échanger avec tout le monde tout le temps, ce n'est pas la question. Mais par contre, à l'échelle d'un immeuble, une petite société humaine, on se pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il est possible de créer une forme de satisfaction individuelle dans une satisfaction collective? Par exemple, si on propose des espaces personnels, ils doivent répondre aux besoins individuels des personnes, des espaces privés, des appartements, des bureaux. Mais si on propose des communs, il faut qu'ils répondent au mieux de toutes les autres personnes. Or, par exemple, dans les copropriétés, on a des votes où il y a une majorité de personnes qui écrasent une minorité.
c'est la façon dont la majorité est faite, ça existe dans plein de sociétés humaines, dans les démocraties contemporaines, 51% des gens qui détestent 49 ou qui s'entendent pas. Ben, on voit bien qu'au niveau de la satisfaction, c'est pas optimal, quoi. C'est pas génial, ne serait-ce que de satisfaire 60 et rendre 40 vraiment déçus. Donc nous, on travaille sur des logiques qui sont aussi vieilles que la Révolution française, qui sont des logiques de scrutin pondéré, de choix pondérés, où on va déterminer des choix possibles. Par exemple, on va dire, ben voilà, vous avez une toiture terrasse, vous avez une salle qui est disponible à un endroit, vous pouvez les affecter de plusieurs manières possibles. Est-ce que sur le toiture terrasse, on fait des hamacs? Est-ce qu'on fait un petit bassin? Est-ce qu'on met une cuisine d'été? Dans la pièce commune, est-ce qu'on met un atelier? Est-ce qu'on met une salle de sport? Est-ce qu'on met des bureaux? Et puis les gens vont pouvoir voter par ordre de préférence en affectant leur poids. Ça peut être un poids individuel, ça peut être des tantièmes, ça peut être l'argent qu'ils y ont mis, c'est eux qui le choisissent aussi ensemble. Et ils vont pondérer l'ensemble de leurs choix. Ça veut dire que c'est pas forcément ton premier choix qui l'emporte sur le toit terrasse, mais peut-être dans l'espace partagé, ou peut-être c'est tes deux seconds choix qui l'emportent, donc t'es pas mal non plus, t'es pas mal loti. Et donc on va pondérer l'ensemble en permettant effectivement ce scrutin beaucoup plus efficace. Et ça c'est je dirais le premier point, c'est un point un peu technique sur comment on équilibre des choix individuels dans le collectif. Et le deuxième, il est évident, c'est on ne peut que bénéficier du collectif. C'est-à-dire que c'est idiot de penser que moi, avec ma volonté, mes envies, mon savoir et mon temps, et mon argent, je vais pouvoir me satisfaire tout le temps. C'est impossible. Par exemple, je ne pourrais pas faire mon propre terrain de foot si je suis fan de foot. Il y a peu de chances que j'y arrive. Par contre, si on est une centaine de personnes, il y a des chances qu'on y arrive de le faire. Et à l'inverse, moi je fais de la musique. Mon rêve absolu, c'est de pouvoir... Je fais de la batterie. Mon rêve absolu, c'est de pouvoir jouer de la batterie, à 2h du matin chez moi un jour, quoi, parce que j'en ai envie, quoi. C'est le rêve absolu, mais bon, ça coûte hyper cher, il faudrait la sonoriser, etc. Et puis en fait, quand tu regardes bien, même si j'étais dans une frénésie de jeu, je jouerais pas pendant 15 jours d'affilée non-stop, quoi. À des moments je dors, à des moments... voilà. Et donc, ce serait dur que ça ne bénéficie qu'à moi. Si on était 4-5 musiciens, on pourrait ensemble se faire un endroit, comme ça, c'est pas la peine d'être énorme, dont on pourrait bénéficier. Donc en fait, en réalité, c'est aussi bénéficier de communs qui bénéficient à plus que juste une seule personne et qui soit plus fort que juste la somme des individualités, hein, mais permettre une sorte de dilatation, et puis après évidemment de lieux de rencontre aussi, parce qu'on en a besoin. Alors, peut-être en guise de conclusion, puisqu'on a imaginé une ville qui serait idéale, on a imaginé la manière dont elle pourrait être, en tout cas, avoir une certaine souplesse dans ce qu'elle propose et dans les bâtiments aussi qui la composent, tout en étant dans la logique d'un patrimoine qui mélange cette nostalgie et à la fois le fait qu'il y a de la matière mobilisée qui est là, et puis des habitants qui, par des logiques que tu as citées, partagent plus que simplement l'enveloppe de l'immeuble. Alors, pour aller vers ça, c'est quoi la prochaine étape pour Modus Edificandi, concrètement? Voilà. Sans révéler trop de choses, on travaille sur des modèles à l'échelle de l'immeuble qui sont un petit peu connus, en tout cas les gens qui ont un petit peu regardé ce qu'on fait connaissent un petit peu, on en a parlé. On peut trouver des petits écrits et tout ça. Et c'est des immeubles personnalisables et évolutifs avec des usages partagés en ville. Bon. Et puis on se dit effectivement, en fait, ce modèle-là, est-ce qu'on pourrait réussir à le dilater dans un espace plus grand, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, et dans un temps plus long, à l'échelle de décennies et même de siècles, au pluriel. Et on travaille sur un modèle qui s'appelle Ville Capable, qui dit qu'on pourrait dilater le principe de droit d'usage à l'intérieur de plusieurs immeubles existants, neufs, etc., en surélévation, tout ce qu'on veut, et permettre à des personnes d'être sociétaires d'une personne morale, donc qui détiennent des droits d'usage, et de permettre de les affecter un peu n'importe où dans la ville. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, par exemple, je sais pas moi, au début j'ai besoin d'un appartement pour moi tout seul par exemple, voilà, donc je suis dans un quartier proche de là où je travaille, et puis je vais souvent faire du sport, pourquoi pas, donc j'ai une salle de sport qui est pas très très loin dans un des autres immeubles, je bénéficie de l'ensemble des communs,
Et puis demain, je sais pas, peut-être que je suis en couple et puis peut-être qu'on a des enfants, donc on a besoin d'avoir quelque chose de plus grand. Donc peut-être on accroît cet endroit qui est chez nous, ou bien on déménage en affectant nos droits. On a peut-être tous les deux des droits d'ailleurs, c'est rigolo. Ou bien on va racheter plus de droits. Et on va bénéficier finalement d'un autre espace en assurant une forme de parcours résidentiel. Et puis peut-être que demain, moi j'ai envie de faire mon activité, ou la personne avec qui je suis a envie de faire son activité. On va avoir, je sais pas moi, une officine, un bureau, un local. Et ce local, je pourrais aussi affecter des droits. Je pourrais aussi dire que peut-être après-demain, on avait des enfants, ils sont partis faire leurs études, j'en sais rien. Et on va diminuer cet espace, et puis par contre, on va chacun avoir nos bureaux. On va les affecter à un autre endroit. Et on va bénéficier de l'intégralité du parcours résidentiel, programmatique et des communs de l'ensemble pour fabriquer une forme de super mutualisation. Et ce modèle, donc, qui est un modèle macro, il se base aussi sur une logique qui est entre la propriété et la location. L'idée, c'est de dire que les personnes paieraient des droits qui seraient des parts de société pour en faire partie, qui seraient beaucoup moins chers qu'un achat immobilier. Ils paieraient chaque mois une redevance qui serait moins chère qu'une location et qui inclurait les charges. Et ils auraient le droit à la sortie de revendre leurs parts, indexées sur l'inflation, et ils récupéreraient des bouts de leur redevance qui seraient rentrés en compte courant associé, qui auraient créé une épargne. Donc ils auraient constitué une épargne. Mais surtout, c'est un modèle qui est basé sur les capacités, au sens macroéconomique du terme, c'est-à-dire accroître ses capacités, c'est avoir, avec ce que j'ai, beaucoup plus que ce que j'aurais pu avoir si je n'avais que ça. Je m'explique. Par exemple, si je suis dans un immeuble, que cet immeuble fait 100 centièmes, et que moi j'ai 20% de droit d'usage. Cet immeuble, il a un espace partagé, par exemple, il a une salle de sport. Je peux faire 10 et 10, je peux avoir un logement et un bureau, ou je peux faire 20 avec un grand logement, pourquoi pas, ou je peux faire 5 et 15, n'importe où dans l'immeuble, et j'ai cet espace, et c'est très chouette. Mais si tout d'un coup, il y a 3 immeubles qui font chacun 100, j'ai plus 20 sur 100, mais 20 sur 300. Je peux faire 5 là, et 10 là, ou 15 et 5, et programmer de plein de manières différentes, et je jouis de l'ensemble des espaces partagés. Je n'ai pas changé ma valeur absolue, mais en réalité, la valeur relative, en se diminuant mathématiquement, en fait, elle s'est accrue. J'ai donc accru mes capacités. Les capacités, c'est la liberté de pouvoir faire. Et donc, notre idée, pour revenir à la première question que tu avais, d'une ville qui soit une ville joyeuse, on va dire, une ville peut-être idéale, mais en tout cas, c'est une ville des possibles. C'est une ville des capacités, donc. Et ce modèle, on est en train de le travailler sur des bases à la fois techniques, juridique, mais aussi sur un modèle économique et financier pour permettre précisément le temps long et pour penser la ville non pas comme quelque chose de statique qu'on prend en photo, mais plutôt comme une espèce de film qui bougerait constamment. Et donc c'est une ville dynamique, une ville en constant mouvement, et une ville précisément qui ne limite pas, mais qui permet au maximum, et donc qui accroît les capacités. Voilà, on travaille sur ce modèle aussi aujourd'hui, qui est un modèle de durabilité. Eh bien, on a hâte de voir. Merci Floris. à toi, Billy.